DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Lui n'est jamais blessé et ne fait jamais le malin devant Thomas Henry, c'est Vincent Bloire. Salut Vincent. Bonjour tout le monde. Quel est son point commun avec Parfait Guillagon ? Lui non plus ne jouera pas la CAN. Salut Julien Parsinski. Bonjour à tous et je confirme. Il maîtrise mieux que quiconque les subtilités du VAR. C'est François Garritte. Salut François. Salut Jonathan. Le VAR a pris 3 minutes pour savoir si Nilson Angulo était hors jeu et vous ne voulez pas savoir tout ce qu'il peut faire en 3 minutes. C'est Romain Van Der Pleim. Salut Romain. Salut. À qui on souhaite un très joyeux anniversaire. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. La fièvre du samedi soir qui s'est emparée du Loto-Park avec une victoire du Sporting d'Anderlecht sur Saint-Tron, dans ce qui était quand même, messieurs, le match au sommet. Qu'Anderlecht finalement a joué, Romain, avec une mentalité standard. C'est notre premier débat de la journée. Oui, j'aime bien ce côté un peu provoque, dire mentalité standard, mais c'est vrai. Je pense qu'Anderlecht, il préfère parler de mentalité Asie. Je pense que ça passe mieux politiquement, mais c'est clair que cet Anderlecht a... Je pense qu'il y a un an, je ne pense pas qu'Anderlecht aurait réagi de cette manière-là au fait d'être mené 1-0 de manière injuste, parce que pour moi, je ne sais pas vous autour de la table, mais je ne comprends toujours pas qu'on puisse utiliser ces images-là pour le VAR. Allez, on lance un petit débat. VAR, mais je suis d'accord avec Alex Teclac qui le dit aussi. Torgan Hazard le dit juste après le match directement en disant mais moi je suis sûr que je le touche pas. Et quand on regarde les images, et on a des supporters juste devant nous qui se retournent, ils disent quoi, et on dit mais on ne sait pas le voir. On a revu toutes les images, on ne sait pas le voir. Donc comment, alors que la règle c'est quand même clear error 100%, etc., qu'il faut que ce soit 100% sûr pour changer la décision. Moi, je ne pigerai pas. Voilà. François, on doit s'abstenir dans le doute. Toi qui as connu beaucoup d'épisodes de VAR cette semaine. Ouais, là, c'est clair. On a l'impression qu'elle touche le bras, mais c'est pas totalement clair. Est-ce qu'elle vient la poitrine, puis après le bras, peut-être poitrine, puis bras, l'enchaînement des deux, mais c'est même en regardant plusieurs images sous différents angles, on n'arrive pas à se faire vraiment une vraie idée. Vas-y. Sur le direct, je me dis, mais comment ça se fait qu'ils ne sifflent pas ? Déjà qu'ils ne sifflent pas soit de corner, soit de penalty, mais on voit le mouvement clair. Et puis en fait, après, quand on voit les images, il n'y a aucune image qui démontre à 100% qu'effectivement, il la touche du bras. Donc tu gardes ta décision de base qui n'est pas penalty. Non, mais en fait, c'est le VAR qui met l'arbitre dans, j'ai oublié son nom, mais dans l'embarras. Parce qu'il lui dit, viens voir. Ouais, c'est exactement ça. Puis la première image qu'il lui propose, Julien, où on voit effectivement le bras qui se décolle et potentiellement le ballon qui vient sur la main. Non, mais on peut tout faire dire à une image en plus. C'est comme les semelles, généralement, si on appelle l'arbitre, forcément, quand tu arrêtes l'image, tu as l'impression que c'est semelles et grosse intensité et carton rouge. Donc, il y a une multiplication de cartons rouges aussi, notamment en Ligue 1. Mais on peut tout faire dire à une image, alors que l'intensité du tacle ou là de la main ou pas, ça doit se sentir. Et on fait perdre à l'arbitre son instinct de jeu. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'erreurs. La seule réserve éventuelle, et on aura peut-être la réponse avec Jonathan Lardo, c'est si on lui a donné d'autres images que celles qu'on a vues en télé. J'y crois pas. Je crois pas non plus. Mais c'est la seule explication plausible. Il n'y a pas de caméra, je pense, de l'autre côté, simplement. Sinon, il ne peut pas siffler penalty s'il n'est pas sûr qu'effectivement le bras. En tout cas, Torgan Hazard a la réponse. Il a un muscle pectoral particulièrement développé. Voilà. Un muscle pectoraux, a-t-il dit, soit dit au passage. Cela dit au passage, le fait qu'Anderlecht ait été mené, ça ajoute, je trouve, une dimension à cette victoire. La première, arrête-moi si je me trompe, mais après avoir été mené. Premier point même après avoir été mené. Voilà. Donc voilà, ça ajoute quelque chose peut-être à la dimension de la victoire. C'est gentil, comme ça je reviens sur le sujet de base. Encore plus après la claque contre Westerlo. Oui, c'est ça, c'est surtout ça, c'est cette réaction-là, parce que Pesnicasi avait un petit sourire en conférence de presse avant le match en disant non, ce sera pas un match piège, parce que ça aurait été un match piège si on avait battu Westerlo facilement et qu'on avait pris Saint-Tron de haut, etc. Et mais je me dis, c'est quand même très confiant de dire ça, parce que pour le même prix, tes mecs hésitent, on l'a quand même vu, je sais pas si vous avez regardé le match, Lucas Hay, il joue encore avec un petit peu la peur au ventre, Ndiaye, tu sentais qu'il n'était pas encore 100%, Sardella non plus, donc tu sens qu'il y a quand même encore des petites marques de cette défaite contre Westerlo, mais globalement dans l'ensemble, c'est un groupe qui en a beaucoup plus dans le pantalon, pour être poli, que par le passé, qui sait se reprendre en main, qui sait être mordant, et ça c'est la force de cet Anderlecht là. C'est pas du tout l'ADN Anderlecht, mais c'est l'ADN de son coach. Oui, c'est ça. François, c'est clairement une équipe qui ressemble à son coach, avec cette dose de grinta qu'on aime tellement au Standard et qu'on voit à Anderlecht. Oui, il ne faut pas oublier que c'est quand même la grosse surprise de la saison, Saint-Tron, qui a embêté quand même pas mal d'équipes cette saison. Et je pense que, hormis le penalty, Kozeman, ça n'a quasiment rien à faire. Il reste aussi le meilleur gardien dans les clean sheets, je pense. Oui, avec la deuxième meilleure défense de Pro League, malgré les 4 buts encaissés. Je sais qu'il a 8 clean sheets, si tu dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 8. Et donc,
Les autres en ont 7, donc c'est quand même des chiffres pas mal. Et puis surtout en fin de match après le but, donc il y a vraiment cette réaction. Pareil, moi je me dis en début de deuxième mi-temps, quand il y a ce goal de Saint-Tron, je me dis bon voilà, en tout cas ils vont pas les gagner. Ils mettent ces 2 buts, mais après ces 2 buts, il y a encore des grosses occasions. Zvetkovic qui en a 2 grosses, je pense, et Saliba aussi qui en a une belle. Donc ça peut être 4-1 finalement ce match. Tu mets un double assist parce que je trouve que Saliba a fait son match référence à Anderlecht. Dans l'intensité, je l'ai trouvé impressionnant. Je trouve que ballon au pied, c'est pas un esthète et de ce que j'ai sondé un petit peu en interne, on est bien d'accord que c'est pas encore un bon joueur de ballon, mais en fait qu'il apporte d'autres choses. Et Zvetkovic, franchement, il a 18 ans le gamin. On le remet sur le banc ici parce que ça fait quand même 3-4 matchs qu'il marque plus, qu'il est un petit peu moins bien psychologiquement. On voit que sur le terrain, il est un peu perdu. Sa réaction, c'est pas de faire la starlette et dire ouais, mais moi je suis quand même le titulaire en puissance, etc. Je vais me laisser aller. Ça montait. Il est monté avec vraiment un caractère de chien. Il s'est arraché sur tous les ballons. Il a gardé les ballons. Il était au duel. Il a eu des belles occasions. Franchement, il enrhume parfaitement son défenseur, même s'il bute après sur alors que c'est un petit format, 1m75, quelque chose comme ça. C'est vraiment impressionnant ce qu'il est capable de faire et quelle belle mentalité. Il faut le souligner, quoi. Ouais, une belle mentalité, mais va quand même se poser la question du recrutement. Romain, la semaine a été agitée dans les bureaux de Nerped avec l'arrivée de David Wilgen, qui débarque donc de la RAL après avoir refusé une offre cet été du Standard. Est-ce que c'est pas ça son chantier finalement, que de trouver un attaquant et potentiellement aussi un défenseur central, parce que tu évoquais les difficultés de Lucas Hey. Ouais, c'est vraiment les 2 chantiers. Je vous invite d'ailleurs à aller lire l'article que j'ai posté cette semaine sur ces grands chantiers mercato. Il faut un numéro 9. C'est pas possible de faire toute la saison avec juste Zvetkovic, et on l'a vu ici, Bertaccini en pur neuf. C'est pas son meilleur rôle, et en plus on lui enlève cette qualité de travailleur qu'il a quand il se repositionne sur le flanc droit en perte de balle. Donc il faut un 9. On pensait qu'ils allaient chercher justement un mec plutôt costaud, etc. Et Besnikazi a l'air de dire qu'il veut de la vitesse, il veut de l'énergie. Donc pas un profil à la Slimani, par exemple. Pas à Slimani, pas à Benteke qui a été évoqué, mais vite. Benteke, ça c'est hors de prix. De toute façon, c'est hors de prix. Et puis son frère a vite cassé cette rumeur sur les réseaux sociaux en disant que c'était n'importe quoi. Mais j'imaginais plus un profil de ce type-là. Mais Besnikazi, visiblement, pour son plan de jeu, a envie de quelqu'un qui amène de l'énergie. Et en défense centrale, c'est obligatoire. Kana, on sait que c'est quelqu'un qui est fragile. On sait que Sardella, c'est qu'un plan de remplacement. Ici, Camara part à la CAN. Donc on se retrouve avec un petit mot quand même, il part quand même à la CAN malgré sa blessure. Oui, visiblement. En tout cas, c'est les premiers échos étaient que c'était un petit quelque chose, donc rien de bien grave. Donc ça posera après un Anderlecht qui se retrouve en fait avec 4 défenseurs disponibles pour 4 places. Donc il y a vraiment besoin de profondeur dans cette défense aussi. Donc ça, c'est les deux gros dossiers sur lesquels Verwilgen va devoir bosser. Pas mal de boulot, effectivement, du côté d'Anderlecht, mais que dire du Standard ? Là aussi, on a été volontairement piquant, Vincent, dans l'intitulé de ce débat. Est-ce que la défaite contre Louvain peut plonger le Standard dans la crise ? Ça peut paraître un peu exagéré quand on regarde le classement, parce qu'ils sont toujours 6e, avec 6 points de retard quand même sur Malines qui est 5e et seulement 5 points d'avance sur la RAL qui est 14e. Ouais, c'est hyper serré. Il y a 22 fois 24 et puis 3 équipes à 23, si je dis pas de bêtises. Donc, ça, c'est un ventre mou de compétition. Ouais, ça, c'est une fameuse bouée. La crise, d'un côté, elle est jamais très très loin au Standard ces dernières années. La difficulté, c'est que dans cette équipe et dans ce club, d'une semaine à l'autre ou d'une quinzaine à l'autre, ça peut partir dans le positif comme dans le négatif. Donc, crise, on n'en est pas loin. C'est vrai que l'élimination à Dender en coupe, ça, c'est quand même un fameux coup d'arrêt. Et ici, cette défaite contre Louvain, après un 6/6 en championnat, ça marque un autre coup d'arrêt. Mais plus globalement, moi, je trouve que le gros problème, c'est l'effectif, simplement, les blessures. Alors on va faire l'appel à l'infirmerie. Omao présent, Mort présent, Karamoko présent, Fossi présent, Dirks présent, Bates présent, Saabo présent, El Ankouri présent, et Polo et Saïd à la CAN. Tu parlais de 10 absences, c'est ça, dans ton papier de jeu? Une dizaine d'absents. C'est énorme. C'est énorme. Alors ça pose la question d'abord, est-ce que les joueurs ont bien été gérés en amont? On sait qu'il y a quelques joueurs qui sont arrivés au Standard sans avoir beaucoup joué les mois précédents. Donc forcément, quand on a une charge de travail au début qui est plus conséquente, qu'on doit enchaîner les matchs, on est plus sujet à des blessures. Et
Ouais, franchement, je ne sais pas comment il va faire. On a fait l'exercice. Là, il ne sait pas faire un 11 Je classique. pense même qu'il manque Bolingoli dans la liste des absents. Bolingoli, alors il était sur la feuille de match, mais bon, Bon, c'est Bolingoli, on se méfie. Et t'as même pas assez de joueurs de champ pour ton banc, c'est complètement dingue. Il y avait 5 joueurs de champ sur le banc vendredi. Et t'as surtout pas d'argent pour le mercato hivernal, à part des. Ouais, parce que Des moi je sais prêts même pas où ils ou vont des chercher les 4 millions. opportunités, ouais. Tu parles de 4 millions de ventes dans ton papier de ce matin, mais comment tu vas vendre pour 4 millions? Il y a qui vaut 4 millions Ouais, t'as qui peut- potentiellement Epolo, Ouais. même si l'idée c'est pas qu'il parte en janvier, mais lui il vaut certainement ces 4 Ouais, t'as millions-là. pas envie de perdre ton Annoncé gardien à- et ton capitaine. Annoncé à 10 quand même dans le papier sur la vente du Standard. Si oui. vous l'avez pas lu, le papier de Frédéric Bleu, ça allait Alors il lire. part du principe, je pense que à son jeune âge, il a quand même une soixantaine de matchs. Donc à 20 ans, il a une soixantaine de matchs en D1A. Il est récent international congolais. Il aura une canne à son actif. Il a un long contrat maintenant, en 2029, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, ce sont des éléments qui font augmenter évidemment sa valeur marchande. Fossi potentiellement vaudrait 2-3 millions, mais je ne pense pas qu'il partira maintenant. Il revient de blessure et en plus, son rêve, c'est quand même de jouer la Coupe du Monde avec les États-Unis l'été prochain. Donc partir en janvier, c'est pas une bonne solution. Saïd, à terme, potentiellement, pourrait valoir 3, 4, 5 millions s'il continue à. Mais cet hiver, t'as personne que tu peux vendre en disant oh, je retire un fusible que je peux faire sauter. Qui est S'ils facile. ont une grosse offre pour Epolo, je pense pas qu'ils. Mais qui mettra 10 millions pour Epolo? À l'heure Qui actuelle, je mettra pense la pas. moitié même. Alors, il y a des rumeurs qui font état d'intérêt, par exemple, pour un joueur comme Mitongo, parce qu'il a fait une bonne Coupe du Monde 17. Certains clubs le voient comme vraiment un potentiel intéressant pour le futur et donc pourrait mettre quelques millions cet hiver. On a déjà eu le cas avec ce jeune défenseur qui était parti à Luenga Monaco, l'était hein. passé à Monaco. Ça, je pense que c'était aussi, il y avait d'autres considérations, mais c'est vrai qu'en l'état, ils n'ont pas énormément et ils doivent recruter. On a posé la question à Vincent Evrard vendredi. Est-ce que toutes ces blessures pourraient modifier l'approche au mercato? Lui espère que oui. Maintenant, il y a la question de la finance. des finances. La grande chance du Standard, c'est que en fait, c'est un mercato qui va peut-être être un mercato entrant, qui va peut-être être facilité par la Coupe du Monde. C'est ce que j'écris aussi pour Anderlecht, c'est qu'en fait, il y a pas mal de joueurs qui sont à, je veux dire, le 27 ou le 28e dans la hiérarchie de leur équipe nationale et qui sont peut-être en manque de temps de jeu quelque part et qui pourraient aller se relancer dans une équipe type Standard, type Anderlecht, etc. Donc ça, c'est peut-être l'opportunité à saisir. C'est des Mais on prêts, en mais c'est revient- du prêt court Oui, terme mais on en revient au problème. Déjà, les et en prêts, manque de temps de jeu. ils sont pas fans de ça. Et puis, manque de temps de jeu, ça veut dire que le Standard, en fait, et c'est la difficulté, doit recruter des joueurs qui sont idéalement déjà en rythme et en forme à bas coût. Ça se paye, ça, Donc, ça, malheureusement. François. Moi, j'ai déjà une pensée pour le sponsor Combustible Piron qui a payé pour être sur ce maillot spécial. Très Je joli pense pas maillot. que- Ouais, incroyablement beau Très maillot. joli maillot, mais mais je qu'on pense voit- pas que ça lui fait. on voit pas grand-chose, Ça par lui contre. fait pas vraiment la meilleure publicité avec ce match-là. Mais Et bon, alors- tu t'es rattrapé en leur faisant la pub. Voilà, je me permets de les citer. Ça a pris combien C'est déjà fou de voir que le Standard est dans le top 6 avec plus de défaites que de victoires. Et alors, je sais que les expected goals, c'est quelque chose qui. Voilà, Romain. Non, mais j'aime plus, j'ai arrêté. Ah ben voilà, ben je le prends pour moi alors. Et j'ai été un peu voir sur les 4 derniers matchs. À chaque fois, le Standard a moins de 1, sauf contre Dender, où il y a une défaite au bout. Et surtout, en termes de tirs cadrés, là, ici, contre OHL, c'était 2 tirs cadrés. Le match précédent, contre le Cercle, c'était 2 tirs cadrés. Contre Dender, c'est 4. Et le match encore précédent, c'était 2 tirs cadrés. À partir d'un moment où, voilà, c'est vraiment le fond de jeu qui n'est pas non plus bon. Devant, c'est vraiment le néant, hein, Vincent. Oui, c'est compliqué. Moi, j'ai pas compris, par exemple, OHL, pourquoi ils mettaient Nkada, Yensa. Donc, j'ai regardé un petit peu la taille des 3 centraux à OHL. C'est 1m90, 1m92, 1m94. Et il avait mis que des petits formats. Après, bon, il n'y a pas On beaucoup passe de entre les solutions. jambes. hein. C'était peut-être ça, mais Saïd, Abid, Nkada, Ayensa et Messatou. Je crois que la moyenne, ça doit être 1m70, 75 maximum. Il a fait monter en fin de match ses profils plus athlétiques, Henry et Mitongo. Bon, ça n'a pas eu l'influence souhaitée. Donc voilà, ça, j'ai pas trop compris. Ou alors, si l'idée était de passer plutôt par l'aspect technique et des combinaisons, etc., et les flancs pour mettre des centres, ok, c'est louable, mais il n'y avait personne à la réception, donc ça posait problème. Et effectivement, l'attaque est un des chantiers pour le mois de janvier. Il y aurait pu avoir Thomas Henry à la réception des centres, sauf qu'en fait, on a plus parlé de lui pour son clash avec ce supporter en T1. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est Donc, passé pour ceux qui ne l'ont pas vu? En fait, Mathieu Polo était à l'interview. Thomas Henry attendait, je pense, son tour derrière les panneaux
publicitaire et l'interview était un petit peu chahutée parce que Henry s'est un peu pris le bec avec un supporter qui visiblement, alors on n'a pas entendu ce que le supporter lui a dit, mais c'était une critique assez vive et Henry n'a pas accepté, lui a répondu en disant ok, tu peux nous critiquer mais fais ça avec Alors, on respect. est nul mais on le sait, Voilà. mais faites ça avec respect, là Ouais, tu fais le malin. tu fais le malin parce que tu es derrière le grillage du stade, mais si on se croisait en rue, je suis pas sûr que tu tiendrais le même discours. Donc voilà, il a ça raison, hein, soit en passant. Oui, il a mais raison, est-ce là. qu'il n'y a pas mieux à faire quand tu sais que tu attends ton tour pour être interviewé, que la caméra te fixe? Là, ça, c'est tous les On peut quand symptômes même d'une... présumer qu'il y a eu un peu Voilà. d'insultes Mais derrière. c'est tous les symptômes d'une équipe en crise quand même, et ça fait quand même le tour, parce que j'ai vu qu'en France aussi, ils en avaient parlé, donc bien évidemment, il a le droit de se défendre. Mais est-ce que des fois, il ne faut pas mordre sur sa chigue dans ces cas-là? Moi, je suis pas d'accord quand il y a des insultes directes. S'il y a une Mais insulte il y en directe, a hein, toutes les voilà. semaines. Oui, mais là, si le gars a alpagué juste en face de lui et qu'il a été vraiment insultant ou grossier ou quoi, je peux comprendre qu'il y a une réaction de la part de Thomas Henry, sachant que Thomas Henry, et ça, il faut lui laisser, il a réagi de manière très respectueuse. Je suis d'accord. Il n'a pas commencé à le menacer, il n'a pas dit viens, je vais t'attraper après derrière le stade et tu vas voir ce que tu vas pas me dire ça. Moi, j'ai pas de problème avec un footballeur qui va réagir comme ça, sachant en plus que je pense qu'il a accepté, quand j'entends Mathieu et Polo parler, ils acceptent les sifflets, ils acceptent les critiques, mais ils attendent du respect simplement envers leur personne, en tout cas en tant qu'humain, je veux dire. Mais au niveau de l'image, tu vois en plus la caméra et Polo qui s'arrête, enfin, ça crée... Ah, c'est pas bon pour l'image du ça crée un standard. Je suis chamboulement, d'accord, mais je comprends peut-être qu'il n'accepte inutile. pas les insultes. Ça, voilà. Et puis bon, sa situation est un petit peu difficile aussi. Ça fait quelques matchs qu'il est sur le banc. C'est lui qui devrait amener plus de buts. On sait que il a, je crois, c'est 3 buts et 2 passes décisives. Mais je pense que ça traduit quand même la tension un petit peu, la crispation qu'il y a. Mais c'est surtout que ça tombe sur lui. Je veux dire, ok, il est pas irréprochable footballistiquement, mais dans l'attitude, dans la mentalité qui démontre, il y a vraiment rien à lui reprocher. Donc c'est peut-être ça aussi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y en a un autre qui vit une période compliquée, il s'appelle Kjell Skerpen. On est piquant hein, pour l'un des derniers décrassages de l'année. François, c'est quoi finalement le problème avec Kjell Skerpen? Ça peut paraître un peu exagéré parce qu'on parle quand même d'un gardien qui... Alors on est à 8 clean sheets, toutes compétitions confondues cette saison. 21 matchs, 23 buts encaissés, mais 3 erreurs sur les 3 dernières rencontres. Oui, il paye le fait qu'il fasse vraiment 2 erreurs un peu similaires contre Marseille et quelques jours après contre Charleroi. Je pense que de manière générale, il fait vraiment 3 erreurs cette saison. Il y a ces deux-là et puis il y a celle contre Bruges, à Bruges, pour le dernier match de Pocognoli où je pense qu'il peut faire mieux sur le but. Après, c'est vraiment une situation compliquée pour Skerpen parce qu'il n'a pas beaucoup de ballons à gérer. D'ailleurs, c'est lui qui a le moins de ballons à gérer par match. Il a 2,5 tirs par match à devoir gérer. C'est quand même lui qui a pas mal de meilleures stats. Il encaisse le moins de buts aussi par match. C'est moins de 0,5 buts encaissés par match en championnat. Ça reste, je pense, un des meilleurs gardiens de Belgique. Il arrive aussi à amener une grande sérénité et je pense que c'est là son vrai point fort, c'est qu'avec sa taille dans les airs, en fait, il arrive à casser la création d'une action, d'une phase offensive avant que ça ne devienne une action dangereuse. Et donc, il ne fait pas beaucoup de save parce qu'avant ça, il arrive à aller chercher ses ballons dans les airs. Il a ce côté dissuasif romain à la Victor Wembanyama que Julien adore. Et qu'il n'a pas vu. Non, plus sérieusement, nos auditeurs les plus fidèles se souviendront qu'il y a 3-4 semaines, j'ai dit Kjell Skerpen niveau data, gardien très moyen. Et ça se confirme en fait. C'est parce que François sort des datas, mais la plus importante, c'est pas celle-là, c'est le nombre de buts évités. Et dans le terme de buts évités, c'est un gardien moyen. Et c'est dommage parce qu'en fait, il a quelque chose, mais des erreurs pareilles, c'est à ce niveau-là, c'est pas possible. Lâcher un ballon comme ça, je suis désolé, c'est pas possible. Après, Faute Et donc, professionnelle. Voilà, faute professionnelle, exactement. Mais ce qui tranche aussi, c'est ses débuts contre Genk. Je me souviens son match à Genk, on a l'impression que ses mains, c'était des aimants avec le ballon. Alors que là, c'est tout l'inverse. Il a un problème avec ses mains. Il remet Marseille dans le... Là, c'est vrai, il remet... Un gardien, c'est légèrement problématique. Il remet Marseille dans le match alors que tu fais le plus dur en ouvrant le score. Là, c'est vrai que, certes, le coup franc de Guiagon, il était puissant, mais c'était pas non plus
un sûr, coup franc lui, de il a le tailler temps de voir Taïwo, l'avenir. voilà. Ouais, Donc, ouais, après, il y a- Marseille, qu'on c'est embrasse la même. Hein. contre Marseille, je pense que c'est même un cran plus Ouais. grave parce que voilà, là, il la remet vraiment mal. Ici, elle vient quand même. Il y a un tout petit rebond juste avant et voilà, il doit faire mieux. Mais par contre, et c'est ça le problème avec tous les gardiens, c'est qu'il fait une grosse erreur. On parle de cette grosse erreur, mais on parle pas de sa bonne sortie devant Schindler. Honnêtement, il prend vraiment bien l'espace et sans ça, c'est un but en plus. On parle pas non plus des 2 autres arrêts qu'il réalise dans ce match, hormis l'arrêt devant Schindler. Ok, mais c'est le gardien Donc, d'un voilà. grand club. C'est le gardien d'un grand club. Je peux te dire, parlons à Silvio Proto, qui a quand même été gardien d'Anderlecht pendant je sais pas combien d'années. Le gardien d'un grand club, ça doit sortir ces arrêts-là, mais ça doit pas commettre des erreurs comme ça. C'est ça la différence. Oui, ça doit pas commettre ces arrêts-là, mais ça n'empêche que ça n'encaisse que 8 buts en 15 matchs de championnat. Et donc, Parce qu'il a une défense incroyable. Ouais, sa défense est sa bonne, mais défense ça l'a n'empêche sauvé, en que fait, hein. lui amène aussi une énorme sérénité, je pense, dans sa défense. Et rappelez-vous, Anthony Maurice, alors il a fait une dernière saison qui était vraiment énorme, mais combien de fois aussi il avait fait des erreurs et on n'a pas hésité à le tuer à ce moment-là. Mais sa première saison en Pro League, Maurice, il sauve les meubles plein de fois. Là, tu le dis, l'année passée, il a sauvé les meubles plein de fois. Ouais. Je trouve que j'avais beaucoup plus un sentiment de confiance quand je voyais Anthony Maurice dans les buts que Il fait peut-être pas de gros arrêts spectaculaires où on se dit Skerpen a sauvé des points pour C'est l'Union. exactement peut-être ça. C'est là où j'allais t'amener, François. Est-ce que tu as souvenir d'une rencontre où tu t'es dit, là, grâce à Skerpen, l'Union a pris plus de points? Non, pas nécessairement, et pour 2 raisons. Comme Romain l'a dit, en effet, il a devant lui une défense qui est vraiment solide. Encore Burgess hier, Un meilleur qui a de été, Belgique, hein, qui a disons-le. été vraiment fort. McAllister, 11 et donc buts encaissés l'Union en championnat cette saison. Et donc voilà, il y a très peu d'occasions et d'actions dangereuses. Et comme je le disais juste avant, voilà, il a aussi cette capacité à empêcher vraiment la création de phases offensives. Quand il y a tous ces ballons qui arrivent dans les airs ou avec ces centres à droite, à gauche, il y a beaucoup de gardiens qui vont aller la boxer. Et puis il va y avoir un tir qui va créer une action dangereuse. Non, lui, il va la capter. Et puis voilà, va permettre de repartir. Donc c'est clair qu'il n'a pas encore sauvé l'Union à un moment. Mais je pense qu'il n'a pas non plus mis l'Union dans l'embarras énormément de fois depuis le début de la saison. Ici, je le répète, le gros problème, c'est que ça vient 2 fois d'affilée. Après, il a vraiment, au sein du club, on a une grande confiance et c'est un grand travailleur qui est très humble et on aime beaucoup sa personnalité. On compte beaucoup sur lui. David Hubert, le trouve vraiment très bon. La direction aussi. Et je pense qu'avec son expérience qu'il a, ces 2 petites erreurs, il va se rattraper de ça. Ce qu'on oublie aussi de mentionner, c'est quand même que sur le but annulé de Keita, il va pas non plus, il sort pas. Il est quand même assez passif. Ce qu'on pourrait penser. Elle n'est pas facile, hein, celle-là. Elle est ça, pas je pense que c'est facile, normal mais qu'il reste au vu sur de sa son ligne. Je l'ai gabarit. dégommé il y a 5 minutes, mais celle-là, je la trouve Non, mais pas au vu de facile. son gabarit, on peut penser aussi qu'il peut. Tu nous le vends comme mais bon, quelqu'un s'il y qui a- anticipe. S'il y a 3-4 défenseurs devant lui, c'est aussi aux Ouais. défenseurs d'aller chercher. Quand on sait justement qu'il y a Sykes, il y a Ouais, Borges, c'est ça. et il y a David, il y a Rodriguez. Voilà, il ne doit pas sortir non plus sur tous les ballons. Et Ça- c'est là, je ne sais pas s'il doit vraiment Moi, je sortir. trouve que ça permet de relativiser aussi parfois les chiffres, parce que tu dis qu'il n'a pas beaucoup d'arrêts à faire. Romain explique qu'il n'y a pas beaucoup de points sauvés. Si on prend par exemple Kozeman, tu parlais du nombre de clean sheets tout à l'heure. Ok, il est à 8, c'est ça Stade très moyenne cette année aussi. Mais il commet Complètement. aussi des erreurs. En tête, comme ça, j'ai directement l'erreur aérienne contre Charleroi. Ouais, je pense. ouais, ouais. Westerlo. C'est Westerlo, ouais. Non, standard aussi, heureusement qu'on siffle une faute sur lui qui est pas vraiment une faute, sinon Ouais. il se trouve aussi. Donc voilà, il faut parfois relativiser certaines datas par rapport aux prestations, surtout évidemment au poste de gardien, puisque là, toute erreur. On en profite parce qu'on a Julien avec nous. C'était la première d'Hans Cornelis. Ce sera pas là derrière. Mais en tout cas, il a marqué des points, comme le fait de faire monter Colassin en 9, alors que 2000, quand il faisait monter Colassin, c'était plutôt un cran plus bas. Et il nous l'avait dit, qu'il n'y aurait pas de grand bouleversement dans le 11 de base, mais qui mettrait sa patte petit à petit. Et on l'a vu. C'est vrai que 2000 aurait sûrement fait rentrer Simzak. Là, en plus, c'est un coaching gagnant. Et on voit que je trouve que ça a été un vrai coach. On voit aussi que ça a été un joueur pro avec une grande carrière, parce que par exemple, quand il prend la balle à Rodriguez pour éviter une touche rapide, c'est des petits détails comme ça, mais où tu vois que voilà, franchement, il a... Alors, dire qu'il a les épaules, c'est encore très tôt, mais en tout cas, on a vu quelque chose et je trouve qu'il a marqué quand même le match de son empreinte et de son coaching. C'est pas facile parce qu'il doit se montrer ensuite face à Genk et à Anderlecht, mais vu ce Genk-là, honnêtement, Charleroi ne doit pas avoir de complexe d'infériorité. Ouais, et puis on n'est pas certain qu'il affrontera Thorsten Fink, pour qui ça devient de plus en plus compliqué. Mais ça, on en parlera dans un prochain épisode du Décrassage dans le DH Football Club. À bientôt. Salut. DH Football Club. Le décrassage.